Pour beaucoup, la Nationale 20 était la route des vacances. Depuis Paris, la descente vers le sud pouvait prendre plus de 12 heures. Dans les années 80, avec mes parents et ma sœur, on prenait cette route depuis la région parisienne pour nous rendre dans le sud-ouest de la France. Je me suis toujours demandé si on suit la Nationale 20 jusqu'au bout, en fait on arrive où ? Bien entendu, on sait qu'elle commence aux portes de la capitale, au sud de Paris, plus précisément à la porte d'Orléans, à proximité de Montrouge. Oui, mais après. Petit, on m'avait dit que la route s'achevait quelque part dans les Pyrénées, à la frontière espagnole. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ce trajet, de parcourir la Nationale 20 jusqu'au bout par l'ancien tracé. Je vous amène avec moi sur une des routes emblématiques de notre beau pays. Bienvenue sur la route nationale 20. C'est bien à Paris, porte d'Orléans, que commence effectivement la Nationale 20, le kilomètre 0. Mais là, je vous amène un peu plus loin. On est toujours en région parisienne et même en très proche banlieue pour un premier point qu'on rencontre sur notre trajet. Le premier arrêt de notre route est une escale royale. L'allée d'honneur nous mène tout droit depuis la Nationale 20 jusqu'au château de Sceaux. L'édifice qu'on peut voir aujourd'hui est en fait assez récent. C'est le duc de Trévise qui en ordonne la construction en 1835, à la place d'un établissement plus ancien, la première version du château remontant à la fin du Moyen-Âge. L'édifice est entouré d'un grand parc dessiné au XVIIe siècle à la demande de Colbert. Sa superficie actuelle est de plus de 180 hectares. Aujourd'hui, ce parc se trouve à proximité du lycée Lacanal et de l'EPF, École d'ingénieurs de Sceaux. L'idée de prendre l'ancien tracé de la Nationale 20, c'est surtout passer par des endroits du coup qui maintenant sont contournés et qu'on voit plus que comme des panneaux. Et du coup, même en étant encore, là je suis encore en Île-de-France, alors je suis dans l'Essonne, donc on va bientôt rentrer dans la Beauce, puis la Sologne, etc. pour continuer vers le sud. Il y a encore des endroits comme ça qui restent à découvrir, qui sont de bons endroits pour se promener, et notamment ici dans l'Essonne, à 35-40 km de Paris. À proximité du village de Mauchamp, un décor typique de notre nationale en Essonne. La route traverse des champs avec en fond des lignes électriques et un ancien restaurant abandonné. Cette désolation n'empêche pas l'église Saint-Jean-Baptiste d'être inscrite au titre des monuments historiques depuis 1926. L'édifice bien conservé a bénéficié d'une restauration dans les années 80. Quelques kilomètres avant Orléans, on peut voir les vestiges de la ligne monorail de l'Aérotrain, un moyen de transport expérimental construit dans les années 70 qui à l'origine devait relier Paris à Orléans. Seuls des transports d'essai ont en fait eu lieu, la ligne est désaffectée depuis 1977. Emblématique de l'ancien tracé de la Nationale 20, il y a la traversée de toutes ces villes, de la Sologne, donc c'est cette région avec beaucoup de forêts, d'étangs qu'on trouve au sud d'Orléans. Et
parmi toutes ces villes, il y a celle où je me trouve là en fait. Et pour moi, je me souviens donc quand j'étais enfant, on prenait la Nationale 20 pour aller à Albi, donc c'est pas tout à fait Toulouse, on bifurquait à la fin, mais on prenait quand même la Nationale 20 sur une bonne portion. Arriver dans cette ville, en fait, emblématique de la région de la Sologne, pour moi, ça voulait dire qu'on avait vraiment bien avancé dans le trajet. Il faut se remettre dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces voies rapides, toutes ces autoroutes, et c'était une mission, hein, quand même, descendre en vacances, descendre dans le sud, mais il y avait un côté quand même agréable à traverser ces villes, et donc pour moi, voilà, quand on était arrivé là, c'est que voilà, on avait bien commencé et que la perspective des vacances était là. Nous voici à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Michel Delpech a chanté autrefois que les gens qui sont de cette région ne font pas de manière. La ville est au cœur de la Sologne, une région riche en forêts et en étangs. Les alentours de La Motte-Beuvron sont riches en gibier. En effet, la ville est considérée comme la capitale de la chasse de la région. C'est une bonne idée de laisser les églises ouvertes. Le temps d'une pause, ça permet de bénéficier d'un endroit frais, appréciable en temps de forte chaleur. C'est aussi l'occasion de découvrir un patrimoine inaccessible depuis l'autoroute. Et oui, vive la nationale! Voilà rendu près de Châteauroux, il est à peu près l'heure de manger, mais à peu près l'heure, c'est pas trop grave là où on va aller. C'est un resto où si vous voulez une entrecôte à 5h du mat, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des moules à 23h, il n'y a pas de problème. C'est un authentique resto-route, un vrai restaurant routier. Alors, les restaurants routiers, ça existe hein, sur les autoroutes classique, mais je parle pas de ça, hein, l'Arche et les Chênes, etc. Là, c'est un restaurant routier en plus qui est un peu alors mythique quand même, assez connu, assez réputé pour une cuisine populaire, mais où pas trop cher, on peut se faire plaisir. Et surtout de 5h à minuit, quoi. C'est ouvert. Du coup, il y a une grande aire de stationnement de camions derrière moi. Là, il n'y a pas que les routiers hein, qui vont y manger, il y a aussi les commerciaux. C'était le restaurant préféré de mes grands-parents paternels quand ils montaient nous voir à Paris. Ils s'arrêtaient toujours dans ce restaurant.
qu'on connaissait bien, c'est passer par des endroits qui évoquent quelque chose quand on les a traversés dans le passé. C'est pas forcément des hauts lieux. Évidemment, il y a des lieux très célèbres, traversés par la Nationale 20, Orléans, Cahors, Toulouse, Foix, etc. Mais il y a aussi des petits villages qui évoquent des choses avec des souvenirs de voyages en famille et du coup qui ont changé depuis que la Nationale 20 en tant que telle n'existe plus et que tout le monde prend l'autoroute. Il y a quelques pertes qu'on trouve sur l'ancien tracé. La boulangerie-pâtisserie, fermée. Le bar-hôtel-restaurant, fermé. Comme on a commencé à le constater dans l'Essonne, le trafic quasiment inexistant depuis l'apparition de l'autoroute donne un aspect de western à certains villages qu'on traverse par la Nationale 20. C'est le cas de Tendu, autrefois traversé de façon continue par les camions et les vacanciers. Et que dire un peu plus au sud de Bois-Mandé, village où autrefois routiers et voyageurs venaient prendre un sandwich et un café. La vieille enseigne a été conservée par le propriétaire, ça apporte un certain cachet vintage, cependant l'établissement est fermé depuis bien des années. Peu à peu, on s'enfonce dans les vallées du Limousin. Si l'endroit est désert aujourd'hui, il reste agréable pour apprécier la campagne environnante. Voilà, fin de la première journée. Arrivé dans un village étape assez renommé pour celles et ceux qui connaissent bien l'ancien tracé de la Nationale 20. Aujourd'hui, c'est plus qu'une sortie avec marqué village étape sur l'actuelle autoroute A20. Mais ça fait partie intégrante de ce décor de la Nationale 20 qui se change depuis la ville, puis les plaines de l'Essonne, puis de la Beauce, ensuite la Haute-Vienne. Et là, peu à peu, donc c'est l'entrée dans le Massif central, c'est le tout début, disons, du Massif central, une partie du Limousin, et donc je vous laisse découvrir ce village étape. Bien manger et bien dormir, voilà ce qu'on demande à un village étape. Le cadre aussi est important et Magnacbourg offre un panorama reposant avec un petit étang et un joli village. Une fois arrivé à bon port, si on a le temps, c'est idéal pour se dégourdir un peu les jambes en découvrant ce haut lieu de la route nationale 20. Et oui, la pause à Magnacbourg, c'est une institution. Tous les nostalgiques de la nationale connaissent ce village. Voilà, bien arrivé à l'hôtel. Et je ne sais pas pour vous, mais j'aime ces moments, et ça a été le cas là, où on peut arriver 1 heure, voire 1 heure et demie avant l'heure qu'on s'est donnée pour manger. Il se trouve que j'avais prévu de manger à 20 h dans le restaurant de l'hôtel. Et alors c'est bizarre, c'est un petit truc, pourtant ça n'a rien à voir spécialement avec là où on est, parce que c'est valable partout. Mais j'aime bien ce moment où on peut se poser après une bonne journée. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie avant de manger, sachant qu'on va aller manger juste à côté, que c'est pas loin, et que la logistique est simple. Voilà. Donc pour moi, simplement, là, en fin de journée, voir peut-être les dernières lumières exploitables, dernières lumières du jour sur la campagne, un bon bouquin, manger, et au dodo pour le lendemain. Voilà, j'ai fait une centaine de bornes depuis Magnacbourg et donc on a quitté le Limousin pour continuer la descente vers le sud.
Et là, le premier arrêt, c'est un village caractéristique de la Nationale 20 qui est traversé par cette route, un village de cette région qui s'appelle le Quercy, avec les cosses, c'est des cosses calcaires, pas tout à fait pareil que les cosses sauveterre et méjean qu'on trouve en Lozère, mais qui sont quand même très jolies, avec un très joli village. Et aujourd'hui, c'était jour de marché, donc je vous propose de découvrir tout ça. Il est encore assez tôt à mon arrivée à Souillac. Doucement, la ville s'éveille, avec quand même un trafic routier assez important, du fait que c'est un croisement entre plusieurs régions touristiques, la Dordogne, le Quercy et de magnifiques vallées. Les rues sont encore un peu désertes en revanche, et c'est agréable d'y déambuler à la fraîche avant qu'elles soient prises d'assaut. Ça donne un peu l'impression quelque part d'avoir la ville pour soi. En revanche, changement de décor, il y a beaucoup plus d'activité du côté du Beffroi, avec un marché très vivant, coloré, qui fait le bonheur des amateurs de produits locaux et de babioles en tout genre. En traversant le Lot, on trouve certains points de vente de produits régionaux, dont le vin de Cahors à consommer avec modération. Si on a un peu de temps, c'est aussi l'occasion de laisser traîner son regard sur ce côté sauvage de la Nationale, qui traverse des plateaux et vallées, avec des monts recouverts d'arbres à perte de vue. La Nationale 20 passe aussi à côté de rivières et ici derrière moi c'est le Lot. Et là on est arrivé dans une des villes emblématiques de la Nationale 20 qui était aussi emblématique du temps où vraiment on était obligé de prendre la Nationale 20 pour ces bouchons. Alors là il y a quand même un peu de trafic parce que c'est un centre vers plusieurs endroits touristiques en France, donc il y a beaucoup de caravanes, il y a quand même des grandes zones industrielles, donc il y a des gros camions qui ravitaillent tout ça, donc ça crée quand même quelques bouchons, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose quand tout le monde était un peu obligé de passer par là. Une ville qui a une histoire qui est riche et avec un patrimoine architectural assez exceptionnel comme on va le voir. Une route à flanc de falaise au bord du Lot, telle est une des images de la ville de Cahors où nous arrivons. La ville est une étape sur le chemin du pèlerinage de Compostelle. On peut y voir sur le sol les coquillages caractéristiques. Les pèlerins qui passent par Cahors ne peuvent pas rater le pont Valentré qui enjambe le Lot. L'édifice a été construit au XIVe siècle. Il est classé depuis 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dicton dit que toutes les routes mènent à Rome. Alors, je sais pas si c'est vrai. En revanche, quand on traverse la France, il y a fort à parier qu'on croise tôt ou tard la route de Compostelle. La Nationale 20 n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, en revivant mes souvenirs d'enfance à travers ce parcours, je suis moi aussi quelque part en pèlerinage. Voilà, on continue sous ce beau soleil notre traversée de la route nationale 20. On a quitté les vallées un peu abruptes du Lot pour les plaines à l'approche de la région de Toulouse, avec notamment beaucoup de cultures de tournesol et beaucoup de changements même dans l'architecture des bâtiments.
C'est vrai que c'est pas très montagneux hein, comme parcours la Nationale 20, mais un peu escarpé quand même. En fait, on contourne sur son flanc ouest le Massif central. Enfin, on le contourne pas, on y passe, mais voilà, on passe sur le flanc ouest du Massif central, Limousin, Lot, etc. Et c'est vrai que c'est pas les parties les plus accidentées du Massif central. C'est pas le Puy du Sancy ou le Cantal, quoi. Mais on peut quand même y voir beaucoup de belles choses, et notamment avec un lien sur les rivières. On a vu qu'il y avait le Lot, là on est à proximité d'une autre rivière, enfin c'est pas tout à fait une rivière, c'est un canal, le canal latéral à la Garonne, représentatif du Midi, avec évidemment le canal du Midi et son eau verte. Nous voici revenus en plaine à Grisol dans le Tarn-et-Garonne, au bord du canal latéral à la Garonne qui prolonge le canal du Midi, formant ainsi le canal des deux mers qui relie l'Atlantique à la Méditerranée. Ici, les maisons et les églises se teintent de rose avec la fameuse brique. On n'est plus très loin de Toulouse et ici, la Nationale 20 offre encore une autre ambiance. Les cyprès le long de l'église nous rappellent qu'on avance toujours plus vers le sud. C'est vrai qu'il y a des églises en briques plus célèbres, cependant l'église Saint-Martin n'a rien à leur envier. Le premier édifice remonte au IXe siècle, le bâtiment qu'on voit actuellement, de style néo-gothique, est beaucoup plus récent et a été achevé au XIXe. Suivre une route, c'est parfois prendre la liberté de s'en écarter un peu, par exemple pour se rendre dans le département voisin du Gers, dans le village de Cologne. Sa place centrale, avec sa halle et ses allées couvertes, est caractéristique des cités du Gers. On peut aussi se balader le long des anciennes douves, on y trouve un lavoir préservé et des oies et canards qui occupent les lieux. Après une escapade dans le Gers, dans le village de Cologne, je passe la nuit à Toulouse. Toulouse, c'est le kilomètre 687 sur notre nationale 20. Toulouse qu'on dit ville aux roses, hein, Claude Nougaro l'a bien chanté, avec l'église Saint-Cernin, avec la place du Capitole, le quartier des Minimes, etc. Et j'ai pris un plaisir vraiment en fin de journée à aller prendre un verre en terrasse sur la place du Capitole, avec une brique qu'on retrouve partout. Alors, il n'y en a pas qu'à Toulouse, hein. Le village qu'on avait visité là, le long du canal latéral à la Garonne était aussi beaucoup construit en briques roses, et même dans un autre département, dans le Tarn, il y a Albi, qui est très marqué. Bref, c'est un marqueur quand même de l'Occitanie qui vaut d'être vu si on passe dans le coin. Surtout que ce n'est pas que les lieux emblématiques comme la place du Capitole, notamment à Toulouse. Il y a des rues entières, évidemment, qui ont cette teinte avec des immeubles d'habitation, même des immeubles administratifs. Et même pour la petite histoire, le Club Med occupe un bâtiment construit en briques roses, et même McDonald's, le McDonald's de la place du Capitole, se fond bien dans le décor. Pourtant, c'est du Ronald McDonald avec un rouge un peu pétaradant d'habitude et des arceaux M en jaune. Bah là, ils sont un peu dorés et il est assez discret, je dois dire, sur la place du Capitole. Voilà, donc c'est l'escapade à Toulouse. Du coup, pour demain, eh ben, on verra bien.
Plus on continue la Nationale 20 vers le sud, plus on se rapproche des montagnes, on les voit au loin et finalement on y est. Et nous voilà rendus en Ariège, sur une terre marquée par la croisade des Albigeois, les cathares. Alors il y a ce qu'on appelle des châteaux cathares, il y en a en Ariège et le plus emblématique est sans doute celui de Montségur, où il y a eu un siège au XIIIe siècle qui a mis fin à une bonne partie de la révolte cathare. C'est pas sur la Nationale 20, mais il y a quand même un point cathare important sur la Nationale 20, on y est aujourd'hui. À l'approche de Foix, depuis la Nationale 20, on peut voir d'assez loin son château emblématique. C'est au XIIIe siècle que le château de Foix a été le théâtre de la croisade contre les Albigeois, autrement appelés les cathares. Les cathares étaient des femmes et des hommes qui avaient développé une spiritualité qui leur était propre, entraînant la colère du pape qui les accusait d'hérésie. Le chef des croisés, Simon de Montfort, subit un échec cuisant avec son siège à Toulouse. Il décide donc en 1212 de se rabattre sur le comté de Foix, allié à la maison de Toulouse, qui était protectrice des cathares. Pendant 2 ans, Simon de Montfort mène des raids dans la région. Finalement, en 1214, le château lui est ouvert. La forteresse est alors remise au légat du pape en signe de soumission. Le comte de Foix, simple allié de la maison de Toulouse, pourra reprendre possession du château 4 ans plus tard, en 1218. La maison de Toulouse, qui protège les cathares face à la croisade menée par Simon de Montfort au nom du pape, sera quant à elle décimée. Une grande partie de la révolte cathare prendra fin au château de Montségur, à quelques kilomètres de Foix, où, en 1244, 200 cathares sont exécutés sur le bûcher. Après avoir fait un quasi tout droit depuis Paris, la route nationale 20 oblique légèrement vers l'est sur les derniers kilomètres pour achever sa course dans le département des Pyrénées-Orientales. Alors ici on entend beaucoup parler français évidemment, mais aussi espagnol. Là on n'est plus qu'à quelques kilomètres de la frontière. La route est aussi assez chargée, c'est des tronçons qu'empruntent beaucoup de personnes pour relier notamment Andorre, le pas de la Case. Et c'est un massif, alors on a quitté l'Ariège il y a un moment, c'est le début des Pyrénées, mais un massif qui a vraiment sa personnalité. Et ici, donc, je suis arrêté dans un des derniers villages traversés par la nationale. Un samedi midi à Envetch, le trafic est important sur la Nationale 20. Si l'axe d'origine n'est plus fréquenté dans le centre de la France, ici en revanche il y a beaucoup de circulation et même quelques bouchons. La Nationale c'est bien, cependant certains préfèrent le train pour se rendre dans les Pyrénées. On trouve ici une gare où se mêlent rames modernes et trains sortis d'une autre époque. De loin, le village semble très tranquille, niché dans une belle vallée pyrénéenne avec sa belle église. Cependant, il est actif par son passage de voyageurs abondants qui font le bonheur des quelques restaurants sur place où il faut s'y prendre tôt si on veut avoir une table.
Voilà, il a fallu attendre la fin du trajet de la Nationale 20 pour trouver un peu de pluie avec une ondée qui a fait du bien, qui a bien rafraîchi. Là, on est à 5 ou 600 mètres de la frontière espagnole seulement. Donc, c'est vraiment ces régions où cette partie de la France ressemble un peu à l'Espagne et où de l'autre côté de la frontière, en fait, ça ressemble un peu à la France, quoi. C'est les régions, les zones frontalières. Et c'est ici que s'achève la route nationale 20. Voilà, c'est terminé. Nous voici à Bourg-Madame, tout au bout de la nationale 20. Le village est traversé par plusieurs cours d'eau, nichés dans une vaste vallée des Pyrénées-Orientales. Ce que vous voyez, ce sont les tout derniers mètres de la Nationale 20. À droite du rond-point se trouve à 200 ou 300 mètres la frontière avec l'Espagne. Sur le pont qui fait office de démarcation, on peut y voir des agents vérifiant certains véhicules. À part ça, on passe la frontière sans même se rendre compte qu'on entre dans un autre pays. Côté espagnol, l'ancien poste de douane n'a pas été démantelé. Aujourd'hui rendu inutile, il est laissé là comme un vestige d'une autre époque. Vu le trafic à cet endroit, sans doute fallait-il un certain temps pour franchir la frontière. Voilà, dernière nuit avant de reprendre la route vers Paris, mais cette fois-ci en mode rapide par les autoroutes. Et finalement, cette route nationale 20, c'est un peu toute proportion gardée notre route 66. Vous savez, la route 66, c'est cette route mythique des États-Unis qui part de Chicago et qui va jusque sur la côte ouest, donc jusque vers Los Angeles. C'est un peu ça, en fait, de même que la route 66 traverse énormément d'États, énormément de régions, énormément de paysages différents, avec des montagnes, des plaines verdoyantes, des déserts arides. C'est un peu ça sur la nationale 20. Il y a eu cette ère très urbaine qu'on a vue au début avec Paris, avec Sceaux surtout. Il y a eu ces plaines plates à perte de vue dans l'Essonne et dans la Beauce. Et ensuite, un mélange, la traversée de la Sologne. Il y a eu aussi ces moments un peu plus vallonnés quand on attaquait la Haute-Vienne et quand on est arrivé dans le Lot à Cahors. Et enfin, cette brique rouge, les villes aussi sont marquées, cette brique rouge qu'on trouvait à proximité de Toulouse, pour finir à proximité des Pyrénées, avec l'Ariège, puis les Pyrénées-Orientales. C'est un peu ça, la Nationale 20, et finalement la parcourir sur son chemin, évidemment, c'est complètement inefficace en termes de chronomètre. Évidemment, pour descendre facilement à Albi, à Toulouse ou sur la mer, il y a des axes beaucoup plus rapides aujourd'hui. Toutefois, et pour finir sur une note un peu philosophie de comptoir, il y a le chemin, mais ce n'est pas forcément ce qu'on trouve au bout du chemin qui est important. Vous l'avez vu, la Nationale 20 est certes présente vers la fin, là dans les Pyrénées-Orientales, on trouve vraiment les panneaux Nationale 20. Cependant, à son arrivée, là où elle arrivait avant, ici à Bourg-Madame, elle est même plus matérialisée. Et on arrive dans une ville frontalière, finalement, qui pourrait être à peu près n'importe où. Non, ce qui est important finalement, c'est le trajet lui-même. C'est ce qu'on a vécu dans le trajet. Pour ma part, en revoyant des souvenirs d'enfance, d'une route qu'on pratiquait avec mes parents, avec ma sœur, pour descendre sur le chemin des vacances. Et c'est aussi des découvertes d'un patrimoine. Vous vous souvenez de ce pont qui enjambe le Lot quand on est arrivé à Cahors, cette ville Toulouse, cette brique rouge qu'on a vue tout autour. Bref, c'est tout ça que j'ai voulu partager dans ce documentaire et qui, j'espère, vous a plu.